Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sophia Cabège. Sophia Cabège est chercheuse au sein du pôle Climat, Énergie et Sécurité de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Elle travaille sur les impacts sécuritaires du changement climatique et étudie également la géo-ingénierie du climat, un sujet au contour flou qui est encore peu évoqué en France, mais qui génère déjà de gros investissements dans le monde. Mais en fait, ce qu'on voit à mesure que l'on prend une trajectoire d'émission qui est pessimiste et à mesure qu'on a une trajectoire de température associée forcément qui est pessimiste, c'est qu'il y a un discours de l'urgence, notamment au sein de la communauté scientifique, un discours de l'urgence où on vient dire en fait, on n'a plus le choix. La géo-ingénierie correspond à l'ensemble des techniques mises en œuvre afin de corriger les effets de la pression humaine sur l'environnement. On distingue deux grandes familles. Celle qui agit sur les causes du réchauffement, c'est-à-dire la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et celle qui agit sur les conséquences, c'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne. On parle ici de gestion du rayonnement solaire avec des techniques qui visent à modifier la quantité de soleil reçue par la Terre. Face à l'échec des politiques de réduction des émissions et à mesure que la dérive climatique s'accélère, le discours d'apprenti sorcier de la géo-ingénierie semble gagner de l'importance, mais suscite le débat et la controverse. En effet, les risques politiques, scientifiques et sociaux associés à ces techniques sont nombreux et donnent le vertige. Un très grand risque, c'est celui de choc terminal. L'idée étant qu'à partir du moment où on commencera à pulvériser ces particules-là, il va falloir continuer. Si on s'arrête, les températures vont augmenter tellement rapidement que ni les sociétés humaines ni les écosystèmes ne pourront s'y adapter. Par ailleurs, en concentrant le débat sur l'enjeu climatique et en faisant miroiter des solutions miracles, on néglige les autres limites planétaires, telles que la biodiversité, les pollutions ou l'acidification des océans, tout en maintenant le statu quo du capitalisme fossile. Qui investit dans la géo-ingénierie? Quelles sont les techniques les plus étudiées aujourd'hui? Quels sont les risques? Quelle gouvernance et quelle bataille des idées se joue? On en parle avec Sophia Cabège. Sophia Cabège, bonjour. Bonjour. Tu es chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour parler de géo-ingénierie, qui est une voie scientifique et technique promue depuis quelques décennies déjà pour contrer la dérive climatique, mais dont on entend finalement assez peu parler en France. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine tendance à balayer le sujet d'un revers de la main, comme si c'était un peu de la science-fiction et que ça n'aurait jamais vraiment lieu à grande échelle. Est-ce que peut-être tu peux nous dire déjà quelle est la définition que tu emploies toi de la géo-ingénierie, et puis après pourquoi, à ton avis, on en parle si peu ici? Ok. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente. Alors, la définition que moi je retiens, que j'ai retenue notamment dans le cadre de mes travaux, c'est celle qui a été développée dans le cadre de l'ARP Réagir, publié en 2014, donc un projet de recherche qui a réuni plusieurs chercheurs français, financés par l'Agence nationale de recherche, et qui définit la géo-ingénierie comme toute pratique ou technique à visée corrective à grande échelle des effets de la pression anthropique sur l'environnement. Alors, la définition est un peu complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la géo-ingénierie peut avoir plusieurs objets. Elle peut chercher à agir sur le climat, comme elle peut chercher à agir sur le cycle de l'eau, ou encore sur la météo. Donc, il y a différents objets. La définition est assez large. Elle comprend une diversité de pratiques et de techniques avec des degrés de complexité qui sont très variables. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet, finalement, on n'en parle pas? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça reste encore cantonné aux experts, notamment aux scientifiques, sciences naturelles, sciences sociales. On commence à s'y intéresser, mais c'est très récent. De mon côté, c'est vraiment l'aspect sciences sociales. Je ne suis pas du tout formée en sciences naturelles. Il y a une sorte de frilosité, notamment culturelle, parce que c'est un degré d'intervention qui est tel qu'en fait, la population demeure encore assez réticente et surtout assez apeurée lorsqu'on évoque ce genre de pratique. Et donc, il y a finalement cette idée de science-fiction, de choses assez lointaines qui ne mobilisent pas. Et on le voit, je pense, de manière générale, la couverture médiatique des sujets climat et environnementaux de manière générale est assez faible, parfois
pas forcément faite de la bonne manière et la géo-ingénierie passe à la trappe, ou alors lorsqu'elle est abordée, elle est faite sous l'angle de science-fiction, de choses un petit peu lointaines, de spectacles, où on cherche à faire aussi un peu du show et de l'audience. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on n'en parle pas autant qu'on le devrait. Et on peut classifier les différentes techniques en fonction des objectifs qu'elles veulent atteindre. De ce que j'ai compris aussi en fonction de l'échelle de temps, de l'impact local ou absolument global. L'échelle, oui. Mais il y a 2 grands objectifs. Ouais, tout à fait. Alors en fait, il y a 2 grandes familles. Les premières, elles vont chercher à agir sur les causes des changements climatiques, c'est-à-dire la concentration principalement de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, il y a plusieurs technologies, techniques et pratiques qui sont développées avec des objectifs différents. Les premières, elles vont chercher à éviter des émissions supplémentaires. C'est le cas de la capture et du stockage du carbone. On va venir finalement rattacher directement à une usine particulièrement polluante, un procédé technique qui va permettre de capter et stocker sur site le carbone ou bien à le transporter pour le stocker ensuite. On en a d'autres qui cherchent à finalement recycler le carbone, ce qu'on appelle le carbon capture and utilization, où on va viser en fait à réutiliser un carbone qui aurait été capturé soit sur site, soit dans l'atmosphère. Et puis enfin, la dernière sous-famille de cette première catégorie, qui est celle qui cherche à éliminer du CO2. En réalité, on ne l'élimine pas, on le retire de l'atmosphère pour ensuite le stocker dans des puits de carbone, qu'ils soient terrestres, océaniques ou géologiques. Et ici, l'objectif, c'est finalement de contribuer à diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est important de les distinguer parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes effets sur la cause du problème qu'est le changement climatique et l'augmentation de la température moyenne. Et donc la deuxième grande famille, celle dont souvent on parle le plus justement avec cet aspect un petit peu science-fiction, c'est celle qui cherche à agir sur les conséquences de la concentration de CO2 et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'augmentation de la température moyenne. Ici on parle donc de modification du rayonnement solaire ou de gestion du rayonnement solaire. On va chercher à agir en fait sur la quantité de soleil reçu par la Terre. Et donc là on a plusieurs technologies qui sont à l'étude, qui sont développées, qui sont parfois au stade d'expérimentation à échelle réelle. Ça a été le cas notamment sur la grande barrière de corail australienne, on pourra peut-être y revenir. Donc voilà, on peut les distinguer de cette manière-là, l'une qui cherche à agir sur les causes, les autres sur les conséquences. Ouais. Et donc tout ce qui est géo-ingénierie qui agit sur le taux de concentration du CO2, finalement, c'est des techniques, le CCS, etc. On a tendance à pas forcément les mettre sous le terme de géo-ingénierie, mais pourtant, à ton avis, ça en est bien. En tout cas, moi, je me base encore une fois sur la définition qui a été développée, c'est-à-dire que même une pratique d'afforestation, de reforestation, c'est de l'ingénierie climatique, c'est-à-dire qu'on a une intervention de l'homme pour modifier l'environnement naturel, dans le but de corriger des effets. Ici, on a envie d'augmenter la capacité d'absorption qu'ont les puits de carbone terrestres. Et donc oui, en fait, dépendamment des acteurs, on voit une catégorisation qui varie. Et par exemple, pour les acteurs pétrogaziers, qui sont ceux qui investissent le plus dans le développement de ces technologies-là, jamais on ne verra cette technologie labellisée comme étant de la géo-ingénierie. C'est une technologie, au mieux, une technologie qu'on appelle finalement à émissions négatives, et sinon on en parle comme d'une solution justement à l'enjeu climatique pour nous permettre en fait cette transition. Et donc, dépendamment des acteurs, on va voir différentes classifications. À l'inverse, pour les ONG, notamment pour de nombreuses ONG environnementales, ça en est, et il est utile de le rappeler que c'est de l'ingénierie pour justement pouvoir axer le débat aussi sur toutes les implications sociales, environnementales que ça a et les risques notamment que ça comporte pour nos sociétés. Ouais. Et du coup, en me renseignant pour préparer l'épisode, je trouvais que c'était intéressant de constater que historiquement, la géo-ingénierie est née dans le contexte de la guerre froide, donc dans les grandes puissances envisageaient les modifications du climat comme des armes contre leur ennemi, avec notamment les expériences d'ensemencement des nuages au Vietnam. Absolument. Et à partir des années 2000, la géo-ingénierie est présentée comme une technologie de combat où l'ennemi est le changement climatique. Donc finalement, on reste toujours dans une atmosphère militaire et guerrière. Alors, très souvent, les avancées technologiques ont démarré dans le domaine militaire. C'est le cas d'Internet, par exemple. Et c'est le cas aussi des technologies de modification de l'environnement. Le cas de l'opération Popeye au Vietnam, c'était une modification de la météo. On cherchait, en fait, en effet, à faire pleuvoir, à allonger la saison des moussons pour embourber les troupes au sol. Et donc, il y avait une visée stratégique. Et alors,
aujourd'hui, la géo-ingénierie est aussi, en tout cas la géo-ingénierie climatique, on y pense justement pour finalement, on va dire, protéger les populations, en tout cas certains le défendent comme ça, des effets d'une augmentation trop importante de la température moyenne. Du côté des militaires, ça demeure, en tout cas pour l'instant, une technologie qui est envisagée comme pouvant être utilisée à des fins militaires, mais elle n'est pas du tout assez précise à ce stade pour pouvoir l'utiliser comme telle. Et justement, cette technique de l'ensemencement des nuages, donc qui fait partie plutôt d'une application sur la météo. Tout à fait. Je t'ai entendu dire ailleurs qu'elle était utilisée en France. Oui, elle est utilisée. Et j'ai été un peu choquée. Ouais, tout à fait. Elle n'est pas utilisée qu'en France, elle est utilisée en Chine énormément, elle est utilisée au Moyen-Orient également, elle est utilisée maintenant même au Sahel avec des technologies qui sont exportées, notamment par des entreprises américaines. L'ensemencement des nuages, ici je renvoie aux travaux de Marine de Guglielmo, qui est une connaissance, une personne avec qui je travaille notamment, qui a fait sa thèse sur ce sujet-là, et j'étais la première surprise à apprendre assez récemment, il y a moins d'un an, que c'est fait de manière récurrente en France. En fait, c'est qui? C'est des agriculteurs? C'est des agriculteurs. En fait, on leur a vendu cette technologie-là, qui est hyper. Ils ont une application sur leur téléphone où ils peuvent gérer en fait des générateurs au sol au moment où il y a des nuages qui arrivent pour soit empêcher la grêle de tomber, soit provoquer la pluie. Et donc ça se fait avec une distance complète, des parcelles agricoles qui viennent finalement à être on pulvérise. Mais c'est pour des grandes parcelles du coup, parce que c'est pas quand même si précis que ça tombe sur un hectare. C'est quand même sur des grandes parcelles. Je m'y connais pas assez, je vais pas m'y connaître assez sur les aspects techniques de cela, mais en tout cas c'est utilisé fréquemment et de manière récurrente sans qu'on le sache. Et pour moi c'est surtout ça l'enjeu, et c'est un peu ce à quoi Marine s'intéresse dans ses recherches. C'est ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Pourquoi il n'y a pas de régulation là-dessus? Donc ça veut dire qu'il y a aucune régulation, c'est ni autorisé ni interdit. Voilà, il n'y a pas de régulation autour de ça, et surtout il n'y a pas de contrôle en fait, notamment de contrôle sur l'écotoxicité d'utilisation à la fois de l'ensemencement des nuages et par exemple de fertilisants, etc. Et donc on a un gros manque, un gros gap sur la recherche sur tout cela en effet. C'est incroyable. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc on voit que le champ de la géo-ingénierie est très large. Quels sont les projets ou les idées qui sont les plus investis aujourd'hui? Alors, encore, je vais rediviser dans les catégories que j'ai présentées au départ. Donc, sur les technologies qui visent à agir donc sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, celles qui sont les plus investies, les plus développées, alors on les connaît toutes, l'aboisement, le reboisement, c'est quelque chose dont on parle plutôt positivement de manière générale. L'idée, de venir replanter ou planter des arbres pour pouvoir justement absorber plus de CO2. Alors, pourquoi pas? L'enjeu, c'est comment c'est fait. Quand c'est fait au détriment, par exemple, de la biodiversité, parce que c'est souvent fait en monoculture, ou lorsque c'est fait au détriment des droits de l'homme, avec des phénomènes d'accaparement des terres. C'est le cas en Amérique du Sud, c'est le cas également en Afrique subsaharienne. Ça peut nous poser des questions sur les pratiques, mais elle est largement diffusée. Celle-ci, on la connaît tous. Et puis ensuite, on l'a vu se développer de plus en plus, la capture et le stockage du CO2. Pour qu'on se rende compte un petit peu, aujourd'hui, on a 26 projets de captage et de stockage de CO2 sur site. 12 d'entre eux sont aux États-Unis. Pour qu'on se rende compte un petit peu, sur 26 projets dans le monde. 26 projets dans le monde en 2020, dont 12 sont aux États-Unis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie-là, elle est maîtrisée depuis les années 70. On la connaît. Qui est-ce qui la maîtrise? C'est les pétrogaziers, parce que ils ont besoin en fait d'injecter dans les nappes où ils vont chercher du pétrole pour le faire remonter. Donc c'est pas surprenant, c'est-à-dire il la maîtrise. Mais pourquoi elle s'est pas développée? Pour des histoires de rentabilité. C'était pas assez rentable en fait pour eux finalement de venir stocker le CO2 qu'ils venaient à émettre. Le prix du CO2 étant trop bas. Et puis les dernières qui sont quand même assez diffusées, c'est la bioénergie avec capture stockage du carbone, où ici c'est un mélange en fait entre les technologies qui visent à retirer du CO2 de l'atmosphère et celles qui visent à le capter sur site. Donc faut comprendre aussi que les catégories sont pas mutuellement exclusives. Pour expliquer un peu simplement comment ça fonctionne, on a de la biomasse, donc on vient cultiver de la biomasse qu'on va venir couper puis transformer en énergie, et en fait lors de ce processus on émet du CO2, le but étant de le stocker directement. Et donc ça, on a aujourd'hui 11 projets dans le monde, en 2019 en tout cas, et pareil 7 aux États-Unis. Ce qui est utile de rappeler en fait, c'est que c'est les pollueurs historiques qui en fait sont en train de développer ces technologies-là, qui sont en train de breveter ces technologies-là, et qui sont en train de percevoir un nouveau marché en fait. Il y a un nouveau marché qui s'ouvre pour elles.
Exxon estime que ce sera de l'ordre de 2 trillions de dollars le marché de la capture et de stockage du carbone en 2040. Et donc, s'il y a des estimations comme ça, je pense qu'on est tous conscients un petit peu de ce qui peut les guider. Et on le voit au niveau des investissements qui sont faits par les pétrogaziers sur tout cela. Mais c'est aussi du fait, bien sûr, des objectifs politiques qui sont donnés et de la direction que l'on prend. Le captage et le stockage du CO2, c'est dans pratiquement toutes les stratégies de long terme soumises dans le cadre de l'accord de Paris par les différents pays, y compris la France. Donc là, on voit un développement qui est assez important. Donc voilà pour ce qui est de toutes les technologies qui visent à agir sur la concentration. Et puis ensuite, on va partir sur les autres. Parce que là, c'est des projets qui sont assez impressionnants et en fait, on n'en a jamais entendu parler, mais ça a eu lieu très récemment, les expérimentations. Alors, le premier type de technologie qui vise à agir sur les rayonnements solaires, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère. En gros, qu'est-ce que c'est? On va faire monter un ballon ou un avion qui va venir diffuser dans la stratosphère, c'est la couche qui est juste au-dessus de l'atmosphère, des particules chimiques pour former un voile réfléchissant qui va agir comme un miroir en fait pour venir refléter les rayons directement vers l'espace. Et c'est ça qui mime l'action d'un volcan, d'une grosse exactement. explosion, ça a été inspiré par notamment l'explosion d'un volcan aux Philippines en 91 où il y a eu des quantités, des milliers de particules qui ont été diffusées et qui ont conduit à une diminution de la température moyenne de 0,5 degrés pendant 2 ans. Et donc techniquement, c'est-à-dire l'inspiration de ces technologies-là vient de ça en fait, de ce phénomène-là. Et donc l'injection d'aérosols dans la stratosphère, on en est où aujourd'hui? Il y a beaucoup de projets de modélisation mathématique de ce que ça pourrait faire. Le projet le plus avancé, c'est Scopex, un projet qui est mené à Harvard, qui est financé par Bill Gates, dont la première expérimentation à échelle réelle devait avoir lieu en juin 2021 en Suède, sur le territoire de peuples autochtones que sont les Samis, et qui a fait l'objet d'opposition, de contestation par ces peuples-là, par les autres, par la société civile suédoise dans son ensemble et les ONG plus largement, et qui n'a pas vu le jour, mais il n'a pas été annulé, il a été reporté. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que Harvard et Scopex n'avaient pas besoin d'autorisation pour pouvoir mener cette expérimentation, parce qu'il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un ou un acteur particulier, un privé ou un public d'ailleurs, de venir mener ces expérimentations-là. Donc ça a été la pression sociale, parce que les peuples n'avaient pas été consultés, bien entendu, avant de mener ça, qui a mené à son report. Donc ça, c'est la première type de technologie étudiée. Et puis la deuxième, c'est le blanchiment des nuages marins. Alors là, l'objectif, on va venir en fait diffuser dans les nuages qui sont au-dessus des océans du sel, avec pareil l'idée d'augmenter la capacité réfléchissante des nuages pour venir refléter vers l'espace directement le soleil, les rayons solaires, et donc diminuer la quantité de soleil reçu donc au-dessus des océans. Et là, on a eu une première expérimentation qui a été menée en mars 2020 sur la grande barrière de corail australienne. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement de voir comment ça a été rendu possible. C'est interdit, en tout cas, la Convention pour la biodiversité biologique demande aux États signataires de ne pas mener d'expérimentation de technologies qui pourraient venir nuire à la biodiversité marine. En gros, toute technologie, notamment de géo-ingénierie. Et les scientifiques et ceux qui les soutiennent ont réussi à contourner en fait ce moratoire-là en disant mais nous, nos technologies, elles visent à agir contre le blanchiment des coraux. Et donc cette labellisation-là a permis de contourner le droit international, mais c'est bien réel. Et donc là, ils continuent les recherches. Ils viennent d'obtenir une bourse fédérale de 4,7 millions de dollars pour continuer les recherches sur le blanchiment des nuages marins et ses capacités, parce que c'est vrai, un des effets que ça aura, ce sera la diminution de la température dans les océans et donc une possible contribution pour diminuer le blanchiment des coraux, avec pour autant beaucoup de risques. Nous, on parlera peut-être. On sent bien que quand on décrit ces techniques, il y a quelque chose qui colle pas déjà. Quels sont justement les grands risques, surtout sur ces... Enfin, non, pas surtout, mais pour commencer sur ces techniques sur la géo-ingénierie solaire. Ouais, alors, on va commencer par les risques naturels, en fait, les risques posés au système naturel. Les premiers risques, en tout cas, qui sont déjà identifiés par les modèles mathématiques, c'est celui de modification des régimes de précipitation, principalement dans les zones proches des tropiques, qui sont déjà les zones qui connaissent beaucoup de perturbations. Donc ça, c'est le premier risque
risque qui est identifié, qui viendrait finalement se superposer aux perturbations déjà provoquées par l'augmentation en cours de la température moyenne. Un très grand risque, c'est celui de choc terminal. L'idée étant qu'à partir du moment où on commencera à pulvériser ces particules-là, il va falloir continuer. Parce que si on s'arrête, faire en continu. Si on s'arrête, il y a le rattrapage d'un coup. Exactement. En fait, si on s'arrête, les températures vont augmenter tellement rapidement que ni les sociétés humaines ni les écosystèmes ne pourront s'y adapter. Et donc, il y a une sorte de dépendance, en fait, à ces technologies-là, une fois qu'on les diffuse, une fois qu'on commence à les utiliser, à les déployer, de devoir, finalement, continuer à le faire au risque d'avoir un choc terminal. Et puis ensuite, on a de nombreux risques sociétaux, associés à leur déploiement. On a des risques, déjà, bien sûr, pour la sécurité humaine, qui sont clairement identifiables. Lorsqu'on parle de régime de modification des précipitations, des populations qui sont dépendantes de l'agriculture notamment, on comprend bien de quelle manière ça peut impacter directement leur capacité à vivre, à se nourrir, finalement avoir un revenu également, etc. Des régimes de précipitations qui augmentent, ça veut dire aussi probablement des catastrophes naturelles, notamment des inondations plus importantes, des inondations mortelles dont on voit d'ores et déjà qu'elles ont lieu. On a des risques aussi d'ordre géopolitique et géostratégique. Pour donner un exemple, si un acteur arrive à maîtriser cette technologie-là et décide de le déployer de manière unilatérale, donc il décide pour l'intérêt propre de son pays qu'il serait intéressant de faire diminuer la température au-dessus de son territoire, eh bien il pourrait la déployer avec des impacts sur un autre territoire, et l'autre État qui serait atteint pourrait vouloir finalement répondre, notamment par des moyens militaires. Donc ça, c'est un des premiers risques. Et puis j'en ai parlé au début, il y a un risque de militarisation de cette technologie-là, notamment par des pays pour lesquels on n'a pas accès à l'information sur le niveau d'avancement. On pense à la Chine, on pense à la Russie notamment. Donc il y a un risque de militarisation, mais c'est important quand même de dire qu'aujourd'hui, en tout cas, pour les informations dont on dispose, la technologie n'est pas assez précise pour être utilisée à des fins militaires. Il y a quand même un besoin de précision important pour en faire ce qu'on appelle une arme non conventionnelle. Mais ça, en plus, ça veut dire qu'on prend le pari que si on commence à faire ça, on sera en mesure de le faire encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, alors que rien ne nous indique on sera dans un climat assez, j'en sais rien, stable pour avoir toujours les moyens de faire ce genre d'expérimentation. Complètement. Et puis il y a un risque d'échec en fait, déjà, avec tous les risques que ça comporte. Mais en fait, ce qu'on voit à mesure que l'on prend une trajectoire d'émission qui est pessimiste et à mesure qu'on a une trajectoire de température associée forcément qui est pessimiste, c'est qu'il y a un discours de l'urgence, notamment au sein de la communauté scientifique, un discours de l'urgence où on vient dire, en fait, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de réfléchir à ce type de technologie, bien qu'elle soit aussi invasive et bien qu'elle soit finalement aussi importante en termes d'échelle d'intervention de l'homme sur quelque chose tel que l'atmosphère ou l'océan et le climat plus généralement. Mais en fait, ce serait finalement éthiquement, scientifiquement mauvais de ne pas faire des recherches là-dessus. Et là, il y a un débat, notamment, je sais pas si vous avez pu le voir, une lettre ouverte exactement qui est sortie la semaine dernière, 60 scientifiques qui ont demandé à faire un accord de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire. Et ce qui était intéressant quand on regardait un petit peu les débats entre scientifiques, il y en avait qui disaient mais en fait, on peut pas interdire ça parce qu'ils voulaient en gros interdire notamment la subvention publique pour ce type de recherche. Il ne faut pas le faire parce que si le public ne le fait pas avec des guidelines et des critères très précis, les privés vont continuer. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir des dérives qui sont encore plus importantes. Et donc le débat est en train d'avoir lieu. Il est en train d'avoir lieu avec un contexte, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mesure que la situation empire, ces technologies-là deviennent de plus en plus légitimes pour certains scientifiques, pour certains autres acteurs, dans le sens où en fait on n'a plus le choix, mieux vaut au moins envisager cette option, parce que finalement on arrive à une balance risque-risque. Est-ce que ce sont les risques liés à l'augmentation de la température moyenne qui sont les plus importants pour les sociétés humaines, ou est-ce que ce sont les risques associés au déploiement de ces technologies-là ? Bon, là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas. Ouais. Et sur les technologies de stockage du CO2, il y a, a priori, c'est moins risqué à proprement parler, mais pour autant, il y a quand même justement dans l'idée que ces technologies sont incontournables en complément de l'atténuation, etc. Il y a quand même l'idée que ça maintient le statu quo, ça maintient le business as usual. Ouais. Déjà revenir sur les risques, parce qu'elle comporte aussi des risques, cette technologie-là. Pour donner un petit exemple, simplement les risques posés à la biodiversité quand on a des pratiques d'afforestation, de reforestation qui sont faites de la mauvaise manière. On a aussi des implications pour la ressource hydrique, des phénomènes de compétition pour les terres arables notamment, que ce soit pour faire pousser de la biomasse dans le cas de Bex par exemple. Donc on a aussi des interactions avec des dynamiques
dynamiques actuelles qui peuvent venir causer des risques importants. Pour ce qui est du stockage, du captage du CO2, elle est de manière générale considérée comme étant assez fiable, mais il y a des risques de fuite aussi. Il y a des risques de fuite pendant le transport, sur le site de stockage, et ça on n'en parle pas souvent, mais la biodiversité souterraine, elle est aussi importante pour notre survie et pour l'équilibre finalement des choses. Et donc il y a des risques qui sont associés à ça. De toutes les façons, aucune technologie ne vient sans externalité. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire le risque encore d'aléa moral, il est très important et on le voit en fait. Là on le voit très clairement. Malheureusement encore aujourd'hui, plus de 80% du mix énergétique mondial, c'est encore du fossile. Et surtout, on voit une sorte d'espoir autour du déploiement de la CCS pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à 2050, cette neutralité climatique. Alors, je ne viens pas du tout remettre en cause cet objectif-là. Simplement, ce que je dis, c'est que, en fait, en ayant cet objectif-là, avec la trajectoire et la dépendance actuelle aux énergies fossiles, on voit une légitimation en fait de ces techniques-là. Et ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que qui les développe, les mêmes en fait qui causent le problème. Et donc il y a une sorte de statu quo où finalement l'idée on va pouvoir se reposer sur une technique qui va nous permettre de continuer comme ça en ne rajoutant pas de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est super. Oui, mais en fait du coup ça déplace complètement l'attention et ça retarde les efforts d'atténuation qui sont urgents et nécessaires et largement en retard, on le sait tous. Ouais. Donc et déjà même si le CCS était une vraie solution, les ordres de grandeur, de toute façon, sont pas du tout à la hauteur de ce dont on a besoin. Et puis, en plus, ça continue ça maintient l'idée que la crise, entre guillemets, écologique est juste une affaire de CO2 et de température, alors que c'est tout le modèle de société, d'économie capitaliste fossile qu'il faudrait remettre en cause. En fait, ça maintient deux idées. La première, alors déjà, ça contribue à, mais ça, c'est pas que le CCS, c'est pas que la géo-ingénierie. On le voit de manière générale. Aujourd'hui, l'enjeu écologique, il est principalement concentré sur l'enjeu climatique, à tort, qu'on appelle souvent crise climatique. Alors, ce n'est pas une crise du tout, et ça, faut le comprendre. Et je pense que c'est vraiment important de poser les bons mots, en fait, quand on décrit ça, parce qu'une crise, c'est un moment où quelque chose commence pendant une durée, puis on revient à un état normal. L'enjeu et le processus qu'est le changement climatique, c'est quelque chose sur du long terme, en fait. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer. Et donc, en concentrant le débat, en effet, et les efforts politiques, notamment, sur l'enjeu climatique et la lutte, entre gros guillemets, contre le changement climatique, on a tendance à oublier la diversité, en fait, et la complexité de notre système Terre, avec des limites planétaires qui sont diverses, et avec, finalement, des possibles disruptions écologiques qui sont multiples et qu'il faut prendre en compte de manière générale. Et donc souvent, parfois en tout cas, on a des politiques et des réponses, notamment technologiques, qui vont avoir un effet positif, on va dire, sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais très négatif pour la biodiversité, pour la santé des sols, etc. Et ça c'est important. Et encore une fois, tu l'as dit, bien sûr, on n'est pas en train du tout de remettre en cause notre modèle économique. La preuve étant que finalement, ce sont ceux qui sont responsables en fait de la situation, qui investissent aussi. Et on le voit maintenant, il y a des subventions. Il faut bien comprendre, il y a des subventions, notamment au Canada, par exemple, des subventions de l'État pour le développement de ces techniques-là qui sont données aux pétrogaziers. Et justement, du coup, qui investit dans les techniques de géo-ingénierie, c'est l'industrie fossile d'un côté et la Silicon Valley. Et le public. Et le public, bien sûr, que ce soit même au niveau de l'Union européenne, on a des projets qui financent le développement du CCS, de CCU, etc. De manière générale, ceux qui déboursent les plus gros montants, sans grand étonnement, ce sont les États-Unis. À la fois sur la géo-ingénierie solaire. Donc là, ils ont sorti en 2021, donc très récemment, un budget de 4 millions de dollars pour justement avancer les recherches en matière de géo-ingénierie solaire, pour comprendre en gros comment la stratosphère, la composition de l'atmosphère réagirait à 4 millions, c'est pas énorme en même temps. 4 millions, c'est pas énorme, mais ça donne quand même un message, en fait, un message important, c'est-à-dire, continuer à le faire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas le débat. Ça, selon l'état des lieux, c'est le seul pays qui investit autant, avec l'Australie, sur le développement de tout ça. Et sinon, en matière de captage, stockage du CO2, ce qu'on voit, c'est un financement public, d'une part, mais aussi un financement, en effet, du privé, des philanthropes aussi, pour donner quelques chiffres, si ça peut servir. On a Exxon qui a investi 3 milliards dans le développement de captage et stockage du CO2, mais également dans les techniques pour retirer le CO2 de l'atmosphère. On a Amazon qui investit 100 millions pour le boisement, par exemple. Là, pareil, il faut se poser la question comment ça va être fait, en fait. D'autant plus que, pareil, on a un risque d'échec, on le voit, il y a des feux de forêt
qui sont quand même assez récurrents. Donc en fait, si on vient planter des arbres, et ça met quand même du temps à pousser, à avoir cette capacité de stockage, et puis dépendamment de l'arbre, c'est pas de la même manière. Et puis pratiquement tout le temps, c'est de la monoculture. C'est très rare qu'on ne plante pas en monoculture. Et donc ces sommes-là, par des acteurs qui sont quand même les principaux contributeurs, on peut se poser des questions en fait sur les motivations et sur les externalités que ça a. Et les motivations, j'imagine que c'est, peut-être qu'ils se le disent pas comme ça, mais c'est quand même de permettre d'atteindre en théorie les objectifs de neutralité carbone, mais sans changer rien du tout, quoi. Déjà, et puis pour être tout à fait, je pense lucide, il y a quand même un intérêt économique à dominer le développement de ces technologies-là. Les enjeux de droit et de propriété intellectuelle, une fois qu'on pose un brevet, ces technologies-là, on l'exporte et on vient à dominer en fait le paysage en termes également de nouveaux marchés. Le nouveau marché de la capture et de stockage du CO2, c'est quelque chose qui va devenir quand même assez important. Pourquoi ? Parce que on a des États qui sont engagés, on a des entreprises qui sont engagées à 2050 à être neutres. Et on va avoir besoin de se reposer dessus. Et donc il y a à la fois je pense cette envie, en tout cas, de continuer finalement à faire du profit, à faire de l'argent, et en parallèle à ne pas questionner en fait le système dans lequel on se trouve, parce qu'il convient à beaucoup de puissants et qui ont une puissance financière aussi. Ouais. Et je fais une petite parenthèse, mais je me souviens à la dernière COP 26, on a beaucoup entendu parler de l'accord. Comme quoi il serait désormais interdit de financer des projets fossiles à l'étranger, mais il y avait quand même la petite note de bas de page, sauf si les projets déploient de la CCS, quoi. Ouais, il y avait deux conditions. La première, et du coup je suis encore curieuse de comment ils vont savoir ça, comment ça va être fait, quel comité, c'est que les projets ne seront financés que si ils ne contreviennent pas aux objectifs de l'accord de Paris. Ok, d'accord. Donc l'objectif de température et l'objectif de neutralité qui sont les deux principaux. Et si on a en effet du captage et du stockage de CO2 sur site. Donc là, on voit très bien la direction qu'on prend. On n'est pas en train de remettre en question en fait. Est-ce qu'on va venir extraire des énergies fossiles, les transformer et les mettre sur le marché ? C'est sur simplement les modalités. Et là, pareil, c'est pour ça on parlait, c'est-à-dire des différents éléments qu'il faut prendre en compte quand on essaye de répondre à la crise écologique dans laquelle on se trouve. Là, si on vient en fait à se reposer énormément sur du CCS ou sur d'autres techniques qui demandent en fait, ça demande des matériaux critiques, ça demande des matériaux, ça demande du métal tout simplement, ça demande l'utilisation de l'eau pour les fabriquer. Tout ça, pour le faire, on a des impacts quand même assez importants sur l'environnement naturel, sur les écosystèmes, sans parler des droits des travailleurs dans certains pays, et donc on peut se poser des questions. Pareil, en fait, on a tendance à séparer les débats, notamment sur la transition énergétique, sur les types d'énergie que l'on devrait prendre en compte, alors que ce serait, je pense, un petit peu utile de penser tout ça de manière un peu plus transversale, en réfléchissant, si on mise tout sur un type de technique ou un type de technologie, quel impact ça a sur au-delà du climat. Très bien, on n'émet plus de CO2, c'est très bien, mais sinon, à part le climat, tout est important en fait, et ça on a du mal à le comprendre. On le voit au niveau de la gouvernance internationale, ça peut se comprendre, mais on a une entité qui s'occupe du climat, une entité qui s'occupe de la biodive, etc. Donc ça fait que ce fonctionnement en silo, pour en tout cas les transformations que l'on est en train de connaître, transformation d'ordre écologique, ça peut poser problème. Ouais. Et donc justement, il n'y a aucune gouvernance qui existe actuellement pour ces sujets de géo-ingénierie. Est-ce qu'il y a des pistes pour que ça évolue ou... Alors, on n'a pas... la seule gouvernance, en tout cas, on va dire les seuls amendements qui ont été faits à des protocoles existants, c'est celui du protocole de Londres, notamment, qui autorise désormais de transport transfrontalier de CO2. Ça a été adopté en 2019, mais sinon sur les projets en fait, on n'a pas de cadre sur est-ce que tel projet est accepté, quels sont les critères, qu'est-ce qu'on va venir regarder, c'est pas fait de manière indépendante du tout, et donc là encore c'est important de séparer géo-ingénierie du CO2, géo-ingénierie solaire, parce que tu l'as dit au début, c'est en effet pas du tout les mêmes échelles, que ce soit spatiale et temporelle d'impact. Il y a parfois un potentiel de réversibilité, dans d'autres cas ce n'est pas le cas, donc c'est très important de les séparer. Aujourd'hui, on a des discussions là-dessus qui commencent à être faites, par exemple au niveau européen, à l'intérieur même des pays. C'est le cas aussi, notamment pour des pays qui le déploient beaucoup. C'est le cas du Royaume-Uni, qui est le leader européen en matière de captage et de stockage du CO2.
Mais par contre, on n'a pas du tout d'intégration, par exemple, au cadre de gouvernance, qui est la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, alors qu'il faut bien comprendre que, là, on le sait tous, les pays, on leur demande des petites feuilles de route, en leur disant, de combien, etc., vous allez réduire vos émissions, à quelle échéance, etc. À partir du moment où on a cet objectif de neutralité carbone et que ces pays, dans leur stratégie, disent nous, on va venir capter du CO2, il va falloir modifier en fait les modalités de ces feuilles de route. C'est-à-dire très bien, vous émettez moins, mais combien vous captez, combien vous stockez. Puis il y a là tout l'enjeu de la mesure, de la capacité à réellement mesurer ça. Combien de temps est-ce que ça peut être stocké, etc. Pour la géo-ingénierie solaire, à date, la seule convention qui existe, c'est la convention NMOD qui a été adoptée suite à l'opération Popeye et qui interdit en fait toute utilisation de technologies qui visent à modifier l'environnement, mais uniquement à des fins hostiles ou militaires. Donc, elle pourrait ne pas encadrer ça. Et le projet Scopex, dont je vous parlais tout à l'heure, comme le projet sur la Grande Barrière de Corée australienne, c'est un très bon exemple. Ça nous montre, non, en fait, il n'y a pas de cadre qui empêche ça. On a eu des débats qui ont eu lieu, notamment au sein du PNUE, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, donc c'est là où il y a leur siège, où ils voulaient donc en 2019 adopter une résolution pour justement faire avancer la recherche en la matière, notamment au sein des Nations Unies pour adopter une position. Et il y a eu une opposition de la part de 3 pays, le Brésil, les États-Unis et la Russie de mémoire. Est-ce qu'on est surpris ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant il y a des blocages et c'est ça ce qui est compliqué, c'est vraiment compliqué dans l'émergence, dans la construction d'une gouvernance de géo-ingénierie, c'est que à la fois, on va avoir besoin soit de réviser, soit d'amender des protocoles existants, des accords existants, parce que, comme je l'ai dit, la géo-ingénierie, elle peut agir, donc elle agit sur le climat, mais il y a aussi des enjeux de biodiversité. Et puis, si on veut accéder à la haute mer, là, c'est le droit pour la haute mer. Et puis, si on veut avoir droit accéder à l'espace pour diffuser des particules, là, c'est encore un autre cadre réglementaire. Et donc, il y a une multiplicité d'accords, de cadres, qui, à chaque fois, ont en eux-mêmes des intérêts particuliers de chacun des États qui sont représentés, qui rend compliqué l'émergence de cette gouvernance-là. Et pareil, l'adoption d'un accord uniquement sur ça, la résolution en question en 2019, elle a été bloquée alors que l'objectif est simplement de développer la recherche en la matière. Et donc on peut très bien imaginer, et là on fait écho à la lettre ouverte de la semaine dernière où des scientifiques demandent d'interdire en fait l'utilisation et la recherche et le financement public de ça. Tout simplement, malheureusement, certains acteurs pourraient être amenés à ne pas signer, certains États simplement pour continuer à pouvoir opérer tranquillement. Les États-Unis, dans l'histoire récente, nous ont montré que s'ils ne souhaitent pas signer quelque chose, ils ne le font pas. Et donc là, il y a un risque d'échec à parvenir à cette gouvernance internationale. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez dur à accepter finalement quand on voit l'échelle d'intervention que représentent ces technologies-là. Et par exemple, est-ce qu'on sait si par exemple la Chine travaille sur ces sujets-là? Alors sur l'ensemencement des nuages, donc sur la modification de la météo, ça c'est très connu. On a beaucoup d'informations là-dessus. Ils s'en cachent pas du tout. C'est même plutôt quelque chose qu'ils revendiquent. Sur la modification du climat, il y a pas d'informations là-dessus. Par contre, oui, eux aussi ils misent sur tout ce qui est géo-ingénierie du CO2. La Chine est particulièrement dépendante du charbon. Elles ont des usines, des mines et des usines de transformation qui sont très récentes, qui ne sont pas encore rentabilisées. Et donc, il s'agirait pour eux d'augmenter de mémoire de 25% d'ici à 2030 leur capacité de stockage sur leur sol. Donc là aussi, on voit un repos en effet sur ce type de technologie. Pour ce qui est du solaire, on n'a pas d'informations publiques. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi. C'est pour ça que le risque de déploiement unilatéral, il est réel en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas compliqué de maîtriser. Il n'y a pas de détection vraiment possible, quoi. C'est l'enjeu de la détectabilité. C'est compliqué en fait de détecter. C'est-à-dire que si un acteur ne dit pas voilà, moi j'ai déployé ça, eh bien ça va être compliqué de savoir d'où c'est venu. Et par exemple, si on a une perturbation des régimes de modification, est-ce qu'on doit l'attribuer en fait à un phénomène climatique, on va dire non provoqué par l'homme, ou à l'inverse? Et donc cet enjeu-là, il est assez important aussi, c'est vrai, ouais. Mais du coup, sur l'enjeu sur les populations, sur le cycle de l'eau, etc. Exactement. Même, ça annonce pas vraiment des choses très sympas. Ouais. Non, très sympa. Et on en a un peu parlé, mais à mesure qu'on échoue politiquement à mettre en place les stratégies d'atténuation, de réduction, et à mesure que l'urgence se renforce, on voit que,
Tu as l'air de dire que le discours autour de la géo-ingénierie semble trouver un peu sa place et gagner de la crédibilité dans le milieu scientifique et j'imagine dans le milieu politique aussi. Qu'est-ce que comment ça se passe dans le milieu scientifique et qu'est-ce que ça augure Comment ça se passe dans le milieu scientifique En fait, on a vraiment pratiquement une division en fait entre certains scientifiques qui nous disent on n'a plus le choix, ce discours de l'urgence, et d'autres qui nous disent non, il ne faut surtout pas aller vers là parce que on a l'aléa morale, c'est-à-dire que si on va vers là, on se détourne d'autres efforts, d'autres investissements, d'autres transformations qui sont nécessaires, et donc il y a une sorte de scission sur la vision finalement de où est-ce qu'on devrait mettre nos efforts, où est-ce qu'on devrait finalement sur quoi on devrait se concentrer, mais de plus en plus en fait, et ça on le voit de par l'occurrence qui est de plus en plus importante de catastrophes naturelles notamment, mais également l'augmentation déjà à l'œuvre de la température et des conséquences que ça a sur les sociétés humaines, eh bien, on voit en effet que certains considèrent qu'il est de leur devoir en fait d'essayer de trouver une solution, même si on vient pas à la déployer en fait. Et l'enjeu là, c'est que cet argument-là de dire, en fait, il faut aller continuer à faire de la recherche au cas où comme ça on l'a. Le problème, c'est qu'il y a des limites en fait à la recherche en laboratoire, donc par les modèles mathématiques, et il y a un besoin ensuite de passer à échelle réelle parce que les modèles mathématiques n'arrivent pas à répliquer toute la complexité des interactions qu'il peut exister dans le système climatique, et donc il y a un besoin d'expérimentation à échelle réelle. C'est notamment l'argument qui est donné par les scientifiques de Scopex, qui nous disent déjà ça nous permettra d'améliorer les modèles mathématiques, mais surtout de dépasser les limites de ces modèles mathématiques. Et donc là, la frontière est très fine et compliquée, et donc c'est pour ça que je suis très contente que tu m'aies invitée, mais parce que je pense que c'est important que la société civile dans son ensemble, tout le monde sache ce qui est en train d'être réfléchi, parce qu'en dehors des scientifiques qui ont bien sûr leur mot à dire, je pense que ce ne sont pas les seuls qui devraient participer au débat. Ça ne doit pas être un débat qui est uniquement fait par entre experts, et c'est notamment un des arguments qui a été reproché aux signataires de cette lettre ouverte en disant en fait au niveau de la justice procédurale, là c'est pas du tout démocratique, c'est-à-dire une poignée de personnes qui décideraient de l'orientation scientifique qui devrait être prise. Cet argument aussi, il est entendable, comme le leur est entendable, de dire c'est trop risqué que d'encourager, que de subventionner ces recherches-là. Donc voilà l'état du débat qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui va continuer, je pense, pendant quelques années. Aussi pour revenir sur les CCS, il faudrait arriver à faire comprendre qu'en fait ces techniques-là, peut-être qu'elles ont, comme le GIEC a l'air de l'inclure dans ses discours, en fait elles peuvent avoir une utilité, mais pour réduire les émissions incompressibles. C'est ce que j'allais te dire exactement. En fait, toute la question c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. Qui est-ce qui va décider? Quels sont les critères de déploiement de cette technologie-là? Pour l'instant, on n'a pas des critères. On n'a pas de critères vu qu'on n'a pas de gouvernance en fait. Et donc, en effet, il y a des secteurs où ça va être très compliqué, voire impossible de décarboner. Et ça, c'est entendable. Je pense que c'est complètement entendable. Voilà, il y a des secteurs qui sont absolument. La métallurgie en fait partie, par exemple. Et puis, le temps qu'on arrive à complètement sortir des énergies fossiles, ça va prendre un certain temps. Peut-être qu'il serait nécessaire d'utiliser du captage, stockage du CO2 en attendant. En fait, la question, c'est les modalités de déploiement. Quels critères on a? Et là, pour l'instant, on n'en a pas, en fait. Et donc, c'est tout l'enjeu du débat qu'il doit avoir là-dessus. C'est comment est-ce qu'on décide d'avoir recours à cette technologie-là? Et pour l'instant, ce qui domine leur développement, c'est les pétrogaziers. Est-ce qu'ils ont un intérêt ou pas à avoir des critères trop contraignants, à avoir un contrôle indépendant, etc. La question se pose. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu d'effort fait pour justement cadrer spécifiquement le déploiement et le contraindre uniquement à des projets ou à des usines pour lesquelles les émissions ne sont pas compressibles. Donc, en tant que simple citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire à part se documenter un peu sur le sujet, peut-être faire remonter ça à l'Assemblée. Enfin, vu le niveau général du débat sur le climat, on n'est pas. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors essayer de sensibiliser chacun autour de nous, en fait, d'en parler, sensibiliser, simplement en parler, en fait, à vos amis, à votre famille, à vos connaissances, pour que les gens sachent, en fait, ce qui est en train d'être développé, ce qui est en train d'être considéré comme une solution vraiment possible, mise sur la table aujourd'hui de manière concrète et de manière crédible pour certains. Ne pas le laisser cantonner à quelques experts, parce que ça peut devenir un vrai enjeu,
notamment à l'avenir, si la situation devient trop grave et que la population n'est pas informée, en fait, comment est-ce qu'elle contribuera au débat démocratique. Donc ça, ce serait mon principal conseil, bien entendu. Et puis, si on peut en effet le faire remonter à un échelon politique, pourquoi pas, même ce serait plutôt bien. Mais pareil, en fait, ça demande une sensibilisation aussi des politiques à n'importe quel niveau, et surtout essayer, de s'informer et de contribuer au débat, c'est-à-dire de pas laisser sa connaissance à son échelle personnelle, mais c'est de discuter avec les autres, parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas de position pour vous dire il faut faire ça ou ne pas faire ça. Je ne sais pas. Et je veux pas prétendre le savoir. Ce que je sais, c'est que c'est compliqué et que là, c'est en train de gagner en importance sans que tout le monde le sache. Et donc, pour moi, il faut en parler, il faut en débattre ensemble pour décider d'un compromis, en fait, entre la réalité et les options qu'on a sur la table, comment on le déploie. Le CCS, c'est un parfait exemple. S'il est nécessaire pour certains projets d'avoir ce type de technologie pour permettre une réduction, pourquoi pas, ça peut être envisageable. D'un autre côté, si il est préférable d'avoir de la subvention publique pour la recherche dans l'ingénierie solaire plutôt que du privé, et justement d'avoir des caractéristiques spécifiques sur les projets, ça aussi c'est un débat, je pense, qu'il faut avoir. D'accord. Et ma dernière question rituelle, donc face à cet horizon qui est pas extrêmement enthousiasmant, et puis en plus j'imagine travailler sur ces sujets-là, on se rend compte de l'avenir sombre qu'on nous prépare. Comment est-ce que tu arrives à cultiver la joie malgré tout? Alors déjà, ça fait partie de mon caractère. Je suis quelqu'un qui est assez jovial, etc. Dans mes interactions humaines, en fait, très sincèrement, c'est là-dedans que je trouve de la force et de l'inspiration. Les gens que je rencontre, avec qui je parle, qui me donnent et qui me font me montrer que finalement, s'il y a des personnes qui ont cette envie de changement, qui comprennent les problématiques dans lesquelles on se trouve. Et alors, je suis pas moi-même très âgée, mais ma génération, celle un peu avant moi et celle qui arrive, me donne beaucoup d'espoir aussi, parce que quand je discute avec eux, je vois la différence avec les personnes avec qui je discute, qui sont probablement un petit peu plus âgées, même à une échelle personnelle, même familiale par exemple. Et donc ça me donne de l'espoir de me dire finalement que ça gagne en importance. Mais oui, le quotidien, mes rencontres et mon travail aussi, les personnes avec qui je travaille ici ou en ONG notamment, ça donne de l'espoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien, et merci beaucoup à Sophia Cabège pour notre conversation. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.